Je ne sais pas si la question de l'origine de l'univers ou du monde s'est posée à l'humanité depuis que l'humanité existe, parce qu'on n'a pas de trace de ce que pensaient les tout premiers hommes. Mais les anthropologues s'accordent pour dire que dans toutes les civilisations qu'ils connaissent, il y a des récits, des cosmogonies, qui racontent, sinon l'origine du monde, du moins son histoire, à partir d'une espèce d'entité primordiale qui aurait préexisté à tout ce qui va suivre. Donc il y a toujours dans les récits mythiques, qu'ils soient d'ailleurs de simples cosmogonies ou qu'ils soient des récits religieux, il y a toujours au départ quelque chose dont on postule qu'il est là avant tout le reste. Soit un fondement de l'univers, soit une cause première. Il y a toujours un déjà là. Voilà. Et du coup, on pourrait dire, mais s'il y a un déjà là, c'est qu'on ne raconte pas l'origine de l'univers, puisque l'origine, c'est le passage entre l'absence de toute chose et puis l'existence de quelque chose. Donc s'il y a un déjà là, on doit se poser la question de l'origine de ce déjà là. Et on voit bien que la question de l'origine, elle peut nous amener dans une sorte de régression infinie, où on ne cesse d'interroger d'où viennent les choses qu'on postule au départ qui nous permettent d'expliquer la suite de l'histoire. Simplement, je pense que nous sommes tous des hommes, aujourd'hui, mais ceux qui nous ont précédés également, et nous nous interrogeons de façon plus ou moins lucide, plus ou moins consciente, sur notre origine, l'origine du monde, sachant que les deux sont certainement liés. Les cosmogonies, il en existe encore aujourd'hui qui sont très vivaces, mais on pourrait dire que la question de l'univers en tant que tel se pose seulement à partir de l'avènement de ce qu'on appelle la physique moderne, c'est-à-dire Galilée. Galilée, avec sa lunette, regarde les planètes, voit qu'il y a des montagnes sur la Lune, que donc la Lune ressemble à la Terre, il voit qu'il y a des satellites à Jupiter, il voit qu'il y a des phases de Vénus. Bref, il voit que les planètes sont comme la Terre. Et que cette séparation que les anciens Grecs, avec Aristote, imaginaient entre le monde qui est infralunaire, c'est-à-dire entre la Terre et la Lune, et le monde supralunaire après la Lune, ces deux mondes qui étaient pensés comme séparés, en fait, sont deux mondes constitués de la même matière. Donc Galilée voit qu'il y a une unité ontologique, si on peut dire, de la matière qui constitue l'univers. Et par ailleurs, il fait le postulat que les lois physiques qui pilotent le comportement de cette matière sont les mêmes partout. Elles sont universelles. Et donc on pourrait dire que chez Galilée, pour la première fois, apparaît l'idée d'univers. Univers, ça veut dire un monde unitaire au sein duquel les lois physiques sont universelles. Donc ça, c'est 17e siècle. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, on pense que l'univers a une histoire. On pense qu'il y a un univers. C'est déjà pas mal. Chez Newton, qui va évidemment théoriser tout ça un peu plus avec notamment la loi de la gravitation universelle, il n'y a pas de cosmologie chez Newton. Il n'y a pas l'idée que l'univers a une histoire. À ma connaissance, il y a au 18e siècle des textes rédigés notamment par Kant, le philosophe, ou par Auguste Comte, ou par d'autres, par Buffon notamment, selon lesquels il peut y avoir une histoire dans l'univers. Kant, par exemple, raconte l'histoire de la formation du système solaire. Il fait l'hypothèse qu'il y a une sorte de nébuleuse primordiale qui, sous l'effet de la gravitation, va se structurer en planète, en soleil, grâce aussi à une force répulsive qui vient équilibrer la gravitation. Enfin, il y a des hypothèses métaphysiques dans ce modèle, mais il met en scène une histoire non pas de l'univers, mais d'une partie de l'univers. Au XIXe siècle apparaît une nouvelle science en physique qui s'appelle la thermodynamique, et qui est constituée d'un certain nombre de lois, notamment la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que l'entropie d'un système isolé ne peut que croître. Et quand on applique cette seconde loi de la thermodynamique à l'univers tout entier, considéré comme un système isolé, on aboutit à la conclusion qu'il va vers une mort thermique, comme on dit. C'est-à-dire que le désordre va augmenter. Et on pourrait donc dire qu'au XIXe siècle, les gens ont pensé une histoire de l'univers. Quand nous disons aujourd'hui, en 2010, l'univers a une histoire, nous prononçons une phrase qui a déjà été prononcée dans les siècles précédents. Simplement, le sens que nous donnons à cette phrase n'est pas le même que celui qu'on lui donnait il y a quelques siècles. Pourquoi? Parce qu'entre les deux,
au début du XXe siècle, et il y a eu une révolution conceptuelle considérable accomplie par Albert Einstein. Il publie en 1915 plusieurs articles qui vont fonder ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle façon de penser la gravitation. La gravitation n'est plus une force qui s'exerce dans l'espace comme on le pensait, elle est une déformation de l'espace-temps lui-même. Et cette nouvelle théorie de la gravitation va permettre de donner à l'univers en tant que tel le statut d'un objet physique. Et cet objet va être décrit par des propriétés globales, comme sa courbure moyenne, par exemple sa densité de matière moyenne, qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Donc avec la relativité générale, l'univers devient un objet physique. Il n'est plus l'enveloppe contenant tous les objets physiques. Il a lui-même ce statut d'objet physique. Et assez rapidement, un astronome très célèbre qui s'appelle Hubble, qui est devenu célèbre à cause de ses découvertes, observe que les galaxies ont des distances qui augmentent au cours du temps. Elles augmentent d'autant plus rapidement que les galaxies sont plus éloignées. On pourrait se dire qu'elles se déplacent dans l'espace, se repoussent. Mais en réalité, c'est, d'après la relativité générale, c'est l'espace qui les sépare qui se dilate. Donc c'est l'espace en lui-même qui se dilate et qui fait que les distances apparentes entre les galaxies augmentent. Et on va comprendre cette observation dans le cadre de la relativité générale d'Einstein comme étant la preuve de l'expansion de l'univers. L'univers est en expansion. Bon. Mais s'il est en expansion, c'est qu'il a une histoire. Et s'il a une histoire, c'est que peut-être cette histoire a un commencement. Et donc la question de l'origine de l'univers se pose scientifiquement, je dirais à partir des années 30, grâce à ces observations, grâce à cette théorisation par Einstein, et aussi grâce à un travail fait par un abbé belge qui était également physicien, qui s'appelle l'abbé Lemaître, qui, le premier, a essayé d'appliquer les équations d'Einstein, de la relativité générale, à l'univers lui-même, à la cosmologie, à son histoire. Il va même faire un modèle qui s'appelle l'atome primitif, qui est en quelque sorte les prémices de ce qui deviendra beaucoup plus tard la théorie du Big Bang. Dans les années 20, l'abbé Lemaître, ce physicien belge qui s'intéresse beaucoup à la théorie d'Einstein, l'applique à la cosmologie et propose un modèle qu'on appelle le modèle de l'atome primitif, qui consiste à dire que toute la matière de l'univers était contenue dans un gros noyau qui s'est dispersé ensuite sous l'effet de l'expansion de l'univers. Il y a là les prémices de l'idée de Big Bang, mais on n'y est pas encore tout à fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, un physicien d'origine russe qui s'appelle Gamov comprend que, effectivement, si l'univers, dans son passé, était plus petit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire si on passe le film à l'envers, on voit que les galaxies, au lieu de s'éloigner les unes des autres, se rapprochent. Et elles le font d'une façon telle que, si on va de plus en plus loin dans le passé, elles se rapprochent tellement qu'elles ne font plus qu'un point. Ce qu'on appelle un univers ponctuel, un univers qui est réduit à un point, avec une densité infinie. Gamow, qui fait de la physique nucléaire, qui s'intéresse à la façon dont les noyaux sont fabriqués au cours de l'évolution de l'univers, comprend que cet univers primitif, primordial, était non seulement très petit et très dense, mais également très chaud. Donc il invente l'idée d'un univers primordial très dense, très petit, extrêmement chaud. Et c'est ça qu'on va appeler un peu plus tard les modèles de Big Bang. Le premier nom, c'est modèle d'évolution dynamique. Mais un des adversaires de cette théorie, qui s'appelle Fred Hoyle, astrophysicien anglais, participe à une émission en 1949, une émission de la BBC, et présente cette théorie qu'il conteste, mais il la présente, il essaie de l'expliquer, et il comprend en l'expliquant que les auditeurs ne vont rien comprendre à ce qu'il raconte. Et donc il invente cette expression de Big Bang pour trouver une image parlante, afin que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit. Et c'est tellement parlant que le mot va rester. Il va même être repris par les physiciens qui défendent ces modèles de Big Bang, et ça va créer un certain nombre de malentendus. Alors pourquoi est-ce que ça crée des malentendus? C'est parce qu'à l'époque, donc dans les années 50, on fait de la cosmologie, et donc on décrit l'univers en tant qu'objet physique. La cosmologie, c'est la science de l'univers. Et on ne tient compte, pour décrire l'évolution de cet univers, que de la gravitation, qui est effectivement une force qui est dominante à grande échelle. L'univers est très grand, donc c'est la force qui domine
quand on regarde l'univers à grande échelle. Simplement, la théorie qui décrit la gravitation, qui est cette théorie de la relativité générale, ben, elle dit que quand on monte dans le temps, on va effectivement vers un univers de taille nulle. Ce qu'on appelle une singularité, la singularité initiale. Et on s'est dit, bah, cette singularité initiale, c'est la création de l'univers. C'est-à-dire, c'est le moment, l'instant zéro, auquel apparaissent la matière, l'espace, le temps, l'énergie, enfin, tout ce qui existe. D'où des questions métaphysiques. Qu'est-ce qu'il y avait avant, le Big Bang? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Est-ce qu'il a fallu un être transcendant, un dieu, pour servir d'allumette cosmique? Enfin, vous savez bien que ces questions métaphysiques, religieuses, théologiques, ne cessent pas d'être discutées depuis les années 50, et on présente même la question de l'origine comme étant une zone de concurrence ou même de conflit entre la science et la religion. La science s'occupe de ce qui s'est passé après le Big Bang, la religion de ce qui s'est passé avant. Bon. Je trouve, moi, qu'il y a une forme de naïveté dans cette façon de présenter les choses, et qu'en plus, en disant les choses ainsi, on ne tient pas compte de ce que nous savons aujourd'hui en cosmologie. Et ce que nous savons, c'est qu'avant d'atteindre l'instant zéro, quand on va vers le passé, l'univers est de plus en plus dense, de plus en plus chaud, etc. Mais les particules qui sont dans cet univers vont subir beaucoup d'autres forces que la gravitation. La gravitation, c'est pas la seule force dans la nature, il y en a 3 autres, qui sont la force électromagnétique, et puis 2 forces qu'on appelle les forces nucléaires, qui agissent à toute petite distance, l'une qui s'appelle l'interaction nucléaire faible, l'autre qui s'appelle l'interaction nucléaire forte. C'est pas la peine de les décrire précisément, mais dire simplement elles agissent dans l'univers primordial, comme elles agissent dans l'univers actuel d'ailleurs. Mais la relativité générale d'Einstein ne décrit pas ces forces. Autrement dit, l'extrapolation qu'on a faite jusqu'à l'instant zéro, on peut la faire mathématiquement, mais physiquement, elle ne permet plus de décrire l'univers primordial. Et donc, l'instant zéro qu'on a mis en avant a un statut parfaitement clair en relativité générale, mais il ne correspond pas à un instant par lequel l'univers est passé. Alors qu'est-ce qui se passe quand on essaie maintenant de remonter dans le passé, 13,7 milliards d'années, en tenant compte non pas seulement de la gravitation, mais également des 3 autres forces fondamentales qui jouent également un rôle. Alors là, on est devant des difficultés théoriques très compliquées, qu'on n'a d'ailleurs pas complètement résolues, parce que les 3 autres forces que j'ai évoquées, électromagnétisme et force nucléaire, les deux, sont décrites dans un cadre théorique qui s'appelle la physique quantique, qui décrit la matière à petite échelle. Or, les principes de la physique quantique et ceux de la relativité générale qui décrit la gravitation ne font pas bon ménage. Ils sont même d'une certaine façon contradictoires. Et donc on essaie de trouver une théorie qui permettrait de décrire en même temps la gravitation et les 3 autres forces pour pouvoir décrire l'univers primordial. Il y a plusieurs pistes théoriques, la théorie des supercordes, la théorie de la gravité quantique à boucle. Il y a des gens qui pensent que l'espace-temps n'est pas continu mais discontinu. Il y a des gens qui ajoutent des dimensions supplémentaires d'espace-temps. Il y a des gens qui essaient de réfléchir à ce qu'on appelle le vide quantique. Enfin, il y a beaucoup de pistes. Mais le point commun entre toutes ces pistes, c'est que, bien qu'elles partent de principes physiques complètement différents, elles aboutissent toutes à la conclusion que lorsqu'on étudie l'univers primordial, la singularité qui était présente dans les premiers modèles cosmologiques qui ne s'appuyaient que sur la gravitation disparaît. Il n'y a plus d'instant zéro. Alors on peut prendre l'exemple de la théorie des cordes, qui est peut-être le plus simple à expliquer. La théorie des cordes, c'est une théorie qui n'est pas encore complètement achevée, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle prédit que la température maximale dans l'univers ne peut pas être infinie. Donc, la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang, qui correspondait à une température infinie, est une singularité qui est non physique. Et donc, on arrive ainsi à ce qu'on appelle des modèles de pré-Big Bang, une sorte de contradiction dans les termes, c'est-à-dire l'idée que l'univers se contractait jusqu'à ce que sa température atteigne la valeur maximale permise par la théorie des cordes. Il ne peut plus se contracter
dès qu'il l'atteint, puisque ça supposerait que la température augmente encore. Et donc, une fois que la température maximale est atteinte, il rebondit sur lui-même, pour donner l'univers actuel qui est en expansion. Et ce que nous appelons le Big Bang, c'est ce rebond. Autrement dit, le Big Bang, dans cette théorie, n'est plus une singularité qui signe l'apparition de tout ce qui existe, c'est simplement une transition de phase entre un univers en contraction et un univers en expansion. Et donc vous voyez que la cosmologie ne permet plus de dire aujourd'hui que l'univers a une origine au sens absolu du terme. Parce que ce que j'appelle l'origine de l'univers, si on donne un sens aux mots, et si on les prend au sérieux, les mots, l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'existence de quelque chose. Cette transition, la science ne l'a pas saisie. Ça ne veut pas dire que cette transition n'a pas eu lieu. Ça veut dire qu'il n'est pas scientifiquement prouvé que l'univers a une origine. L'instant zéro, il a disparu des équations de la cosmologie contemporaine, mais il continue d'être vivace culturellement. On continue à dire que, par exemple, le mur de Planck, c'est-à-dire ce moment où, en deçà duquel on n'arrive plus à utiliser nos concepts de physique, on dit que le mur de Planck est advenu 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Donc il est mort, mais il est toujours vivant. Et la vérité, c'est qu'en amont du mur de Planck, nous n'avons pas les concepts physiques qui permettent de décrire la situation qui a précédé. Et donc, en maintenant vivace cet instant zéro, bien qu'il n'ait plus de statut en physique, on maintient également vivace une sorte de questionnement métaphysique sur qu'est-ce qu'il y avait avant l'instant zéro, qui est soit prématuré, soit dépassé selon le sens qu'on donne à l'histoire. Et donc, il serait bien qu'on arrive à parler de cosmologie sans toujours se référer à cet instant zéro qui est une fiction, qui est devenue une fiction en physique. Quand on dit que l'origine de l'univers est un mystère pour l'instant, on pourrait donner l'impression de décourager les chercheurs. En fait, il se passe des choses extraordinaires en physique aujourd'hui, comme il s'en est passé d'ailleurs tout au long du XXe siècle. Et nous progressons. Par exemple, a été mis en service en 2009 un grand collisionneur de protons qui s'appelle le LHC au CERN à Genève. C'est un anneau de 27 km au sein duquel deux faisceaux de protons circulent en sens inverse et entrent en collision régulièrement à très haute énergie. En fait, chaque proton de la machine a autant d'énergie qu'un moustique en vol. Et donc, dans un moustique, il y a beaucoup de protons, beaucoup d'électrons, donc l'énergie moyenne par particule est faible. Là, au LHC, chaque proton porte autant d'énergie qu'un moustique en vol. Et donc, par ces collisions, on peut recréer les conditions physiques de l'univers primordial. Parce qu'on pense que les lois physiques n'ont pas changé au cours de l'évolution de l'univers. Ce qui a changé, ce sont les conditions physiques. Et donc, si nous répétons dans le présent, dans un petit volume d'espace-temps, les conditions physiques de l'univers primordial, comme les lois physiques n'ont pas changé, nous verrons les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial. Sauf que là, on les voit avec des détecteurs, alors qu'à l'époque, ça se faisait à l'abri des regards. Bon. Donc on apprend des choses, énormément de choses. Et le LHC va nous aider à faire la sélection entre les bonnes idées et les mauvaises idées, parce qu'on a trop de bonnes idées, enfin on a trop d'idées, je ne sais pas lesquelles sont les bonnes justement, et le LHC, par des données mesurées, la physique c'est une science expérimentale, il faut des données, va nous permettre de faire le tri entre les théories qui sont falsifiées par l'expérience, et puis celles qui ont encore une chance de résister aux tests expérimentaux. Par exemple, on va comprendre, grâce au LHC, d'où vient que les particules ont une masse. On va comprendre l'origine de la masse, en quelque sorte. Parce que, d'après nos équations, il serait assez naturel que les particules n'aient pas de masse. Qu'aucune particule n'ait de masse. Mais en fait, nous voyons bien qu'elles en ont une, à part le photon. Mais les électrons ont une masse, les quarks ont une masse, les neutrinos ont une masse. Donc, il y a une sorte de contradiction entre nos équations et la mesure. Si on réagit trop brusquement à ce constat, on va dire, mais c'est des équations qui sont fausses. Ce qui est important en physique, c'est la mesure. Oui, mais peut-être qu'on n'a pas bien compris ce qu'est une masse. Et du coup, des physiciens ont travaillé cette question
et ont réinterprété le concept de masse de telle sorte qu'il se pourrait bien que ce soit les équations qui aient raison. Que les particules n'aient pas de masse, mais simplement interagissent avec le vide d'une façon qui leur donne de l'inertie, donc les freine en quelque sorte, de sorte que nous avons l'impression qu'elles ont une masse alors qu'en fait elles n'en ont pas. Et cette idée-là, qui est fondamentale, va être testée, est en train d'être testée au LHC grâce à des collisions de protons. De là à dire qu'on va comprendre tout ce qui se passe dans l'univers primordial, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Parce que quelques fractions de secondes avant plutôt les conditions que le LHC permet d'explorer, quelques fractions de secondes, pendant l'expansion accélérée de l'univers, les particules n'avaient pas l'énergie d'un moustique en vol. Elles avaient l'énergie d'un TGV à 300 à l'heure. Beaucoup plus. Donc, on n'a pas accès expérimentalement à des conditions physiques qui ressemblent à ces énergies colossales qui étaient celles de l'univers tout à fait primordial. Donc, vous voyez que on progresse, mais on est encore loin de pouvoir tout comprendre de l'univers primordial. Et c'est un moment important parce que au moment où le LHC démarre, fait donc de la physique des particules, qui recrée les conditions physiques de l'univers primordial, on a aussi un satellite qui s'appelle Planck, qui lui recueille des données sur ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Or, ça c'est très important parce que quand les astrophysiciens observent le ciel, ils le font en recueillant de la lumière, grâce à leur télescope. Mais dans l'univers primordial, quand l'univers était très dense et très chaud, la lumière ne pouvait pas se propager. Il y avait des photons, mais ils avaient tellement d'énergie, il y avait telle densité de matière que constamment ils entraient en collision avec des particules et ne pouvaient donc pas se propager librement. Et au bout de 380 000 ans, la température s'est abaissée à 3000 degrés Kelvin, la densité de matière est devenue plus faible, les premiers atomes se sont formés, ils sont électriquement neutres, et les photons interagissent peu avec les atomes. Donc les photons qui étaient incapables de se propager dans une matière qui leur était opaque sont devenus libres de se propager. Et ce sont ces photons qui constituent aujourd'hui le fond diffus cosmologique. Donc les astrophysiciens voient l'univers tel qu'il était entre 380 000 ans après le Big Bang et aujourd'hui, et les physiciens des particules voient ce qui s'est passé avant. Et donc on a deux images de l'univers correspondant à deux époques différentes, et ça nous donnera des informations complémentaires sur les théories permettant de décrire l'univers primordial. Parce que ce fond diffus cosmologique, il garde la trace de ce qui s'est passé avant. Donc en étudiant très finement ses propriétés physiques, sa répartition dans l'espace, son homogénéité, etc., on aura des renseignements sur les conditions physiques qui l'ont rendu possible. Si on réfléchit à toute cette histoire de la physique qui démarre avec Galilée, on pourrait la résumer de la façon suivante. C'est que le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique, c'est-à-dire le réel qui nous entoure, les phénomènes qu'on observe, par l'impossible. C'est-à-dire par des lois physiques dont l'énoncé, a priori, contredit l'observation. Les lois physiques, quand on les entend pour la première fois, elles semblent absurdes. On a l'impression qu'elles sont démenties par les faits. Par exemple, la loi de la chute des corps. Aristote nous dit quelque chose à ce propos qui est confirmé par toutes les expériences que nous pouvons faire. Si je laisse tomber une boule de pétanque en même temps qu'une balle de tennis, ben c'est la boule de pétanque qui va toucher le sol en premier. Donc un corps tombe d'autant plus vite qu'il est plus lourd. C'est ce que dit Aristote, c'est ce que montre l'expérience. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'un jour arrive le fameux Galilée qui se pose la question de savoir si c'est vrai. Est-ce que cette loi est vraie? Et il conclut que non. Pourquoi? Parce qu'elle est incohérente. Parce que si je prends une boule de pétanque et une balle de tennis et que je les relie par une ficelle et que je laisse tomber l'ensemble, d'après Aristote, l'ensemble est plus lourd que la boule de pétanque, donc ça va tomber plus vite que la boule de pétanque. Mais en même temps, pendant la chute, la corde va se tendre, la balle de tennis va faire parachute et va freiner la chute de la boule de pétanque. Donc l'ensemble formé par les deux va tomber moins vite que la boule de pétanque. Il y a une contradiction. Dans le premier raisonnement,
ça tombe plus vite que la boule de pétanque. Dans le deuxième, ça tombe moins vite. Et Galilée dit la seule façon de résoudre la contradiction, c'est de dire que tous les objets tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse. On va lui dire, mais c'est pas ce qu'on observe dans la nature, quand on fait l'expérience. Mais il dit, certes, mais c'est à vous de réinterpréter l'observation. Et en fait, quand vous faites tomber des objets, il n'y a pas que la gravité qui joue un rôle, il y a aussi la résistance de l'air, il y a aussi la force d'Archimède. Il y a aussi surtout la résistance de l'air qui va créer une différence de vitesse de chute, de sorte que la boule de pétanque va tomber plus vite que la balle de tennis, mais c'est pas à cause de la gravité, c'est à cause de la résistance de l'air. Eh bien, ce raisonnement, ce type de raisonnement, qui est vraiment symptomatique de la démarche de la physique moderne, on va le reprendre pour expliquer la masse des particules. Parce que les équations de la physique des particules disent les particules n'ont pas de masse, on voit qu'elles ont une masse, donc il y a une contradiction qui ressemble à la contradiction entre la loi de la chute des corps de Galilée et puis le fait qu'on voit les objets tomber à des vitesses différentes. Bon. Et des physiciens des années 1960, dont un qui s'appelle Peter Higgs, un Écossais, se sont intéressés à ça. Et ils se sont dit, mais peut-être que la masse des particules n'est pas une propriété intrinsèque des particules. Peut-être que c'est une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide. Et si on imagine que le vide n'est pas vide, que dans le vide, il y a par exemple des bosons de Higgs, il y a des particules qui sont partout présentes, et si on imagine que les particules de masse nulle, lorsqu'elles se propagent dans l'espace, entrent en collision avec ces bosons de Higgs, nous qui les regardons, nous aurons l'impression qu'elles sont freinées dans leur déplacement par ces collisions. Donc nous dirons, tiens, elles ont une masse, elles ont de l'inertie. Mais cette inertie résulte secondairement des interactions qu'elles ont avec les bosons de Higgs, c'est-à-dire en fait avec le vide, qu'on appelle le vide quantique, qui n'est pas vide. Et donc vous voyez que ça ressemble beaucoup au raisonnement de Galilée. Galilée dit, les objets tombent à des vitesses différentes parce qu'ils interagissent différemment avec l'air dans lequel ils tombent. Mais en réalité, s'il n'y avait pas d'air, si on était dans le vide, ils tomberaient tous de la même façon. Et Higgs et ses collègues disent, les particules n'ont pas de masse, mais nous avons l'impression qu'elles en ont une, parce qu'elles interagissent différemment avec leur environnement, qui cette fois n'est plus l'air, comme chez Galilée, mais est constitué du vide, qui en physique quantique n'est jamais complètement dépourvu d'énergie. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont raison, ces physiciens? Autrement dit, est-ce que le boson de Higgs existe? On sait bien que le problème des théoriciens, leur problème depuis toujours, c'est de voir des faits au fond du jardin. Ils peuvent avoir des hallucinations. Et donc, il faut qu'on vérifie que ces particules existent bel et bien, et on a construit le LHC dans ce but. Et ces collisions de protons à haute énergie qu'on est en train de réaliser mettent en jeu suffisamment d'énergie dans la collision pour que par le biais de la relation d'Einstein E égale mc2, on fasse apparaître une particule suffisamment massive pour être le boson de Higgs, dont on sait qu'il est très lourd. Finalement, le LHC, c'est une machine qui sert à chauffer le vide. Parce que dans le vide, comme vous le savez, en physique quantique, il n'y a pas rien, il y a ce qu'on appelle des particules virtuelles. C'est-à-dire des particules qui sont là, mais à l'état de veilleuse. Elles n'ont pas assez d'énergie pour être réelles. Et ce qu'elles demandent, c'est qu'on leur donne de l'énergie pour se manifester. Et le LHC leur donne cette énergie. Elles sont dans le vide, elles recueillent l'énergie des collisions, ça leur donne de la masse, et du coup on les voit apparaître. Et ce qu'on espère, c'est que le boson de Higgs qui est caché dans le vide, quand on l'aura bien goinfré d'énergie, se manifestera dans les détecteurs. Quand on regarde le mouvement des galaxies, le mouvement qu'elles ont sur elles-mêmes, le mouvement de rotation, et le mouvement qu'elles ont les unes par rapport aux autres, on s'aperçoit que leur mouvement est bien décrit par les équations de la gravitation, telles qu'on les connaît, à condition de leur attribuer une masse qui est 10 fois plus élevée que la masse qu'on observe. Autrement dit, on a l'impression qu'il y a une masse invisible, une masse qui n'émet pas de lumière, qui agit gravitationnellement sur le mouvement des galaxies. Alors ça, on le sait depuis 80 ans à peu près.
Et pendant très longtemps, on a considéré que cette matière invisible, c'est de la matière normale, ordinaire, mais froide, pas lumineuse, de sorte qu'on ne pouvait pas la voir. Et puis on s'est convaincu, grâce à des observations et à des analyses, que non. Cette matière noire, si elle existe, n'est pas de la matière ordinaire. Et donc là, on a une situation intéressante, parce que, ou bien on fait confiance à nos équations, celles qui décrivent la gravité. Et alors on comprend le mouvement des galaxies qu'en invoquant l'existence d'une matière noire de nature inconnue, ou bien on dit mais c'est quand même assez culotté d'aller imaginer des objets ou des entités physiques qu'on n'a jamais observées. Faire cela, c'est faire de la métaphysique et non pas de la physique. Et donc remettons plutôt en cause nos équations et bricolons-les pour qu'elles rendent compte du mouvement des galaxies sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'existence d'une matière noire de nature inconnue. Et donc on a une situation qui est assez récurrente d'ailleurs dans l'histoire de la physique. On a un problème dont on ne sait pas si la guérison est d'ordre législatif, c'est-à-dire est-ce qu'il faut changer les lois, ou si la solution est d'ordre ontologique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut ajouter comme composante de l'univers des entités pour l'instant inconnues qu'il est urgent de découvrir. Moi, je ne sais pas quelle est la bonne réponse. Ce que je sais, c'est que grâce au LHC, on espère détecter des particules de matière noire si elles existent. On appelle ça le neutralino, c'est une particule dont l'existence est prédite par certaines théories qui vont au-delà des équations standards de la physique des particules. Et donc, vous voyez, dans les 10 ans qui viennent, grâce au LHC et grâce au satellite Planck, il y a des questions qui sont aujourd'hui des questions ouvertes et très importantes de la physique qui pourraient avoir un début de réponse. Donc revoyons-nous en 2020 et faisons le point. Pour la suite de l'histoire, depuis une dizaine d'années, on a remarqué que l'expansion de l'univers dont j'ai parlé s'accélère. Et les galaxies s'éloignent plus rapidement qu'on le pensait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'il y a sans doute dans l'univers ce qu'on appelle une énergie noire qui est responsable de cette accélération de l'expansion, dont la nature est inconnue. D'ailleurs, énergie noire, c'est très joliment l'anagramme de reine ignorée. Reine ignorée. Reine parce que c'est les mêmes lettres, hein, mais mises en sens décalé. Reine parce que l'énergie noire, elle constitue à peu près 70% du contenu énergétique de l'univers. C'est énorme. Mais on ne sait pas de quoi elle est faite. Donc vous voyez que on a encore des problèmes à résoudre. Et avant de dire que nous avons résolu la question de l'origine, il faut d'abord résoudre ces questions, l'énergie noire dont on vient de parler, mais aussi la matière noire, dont on ne connaît pas non plus la nature, qui semble agir sur la dynamique des galaxies. Et une fois qu'on aura résolu ces questions, on pourra revenir à la question de l'origine et voir si nous avons progressé. Depuis Galilée, on a l'habitude de répéter que la science s'occupe du comment, c'est sa grande affaire, comment les corps tombent, comment les particules interagissent, comment l'univers évolue. Mais il y a la question du pourquoi qui nous intéresse peut-être davantage. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi y a-t-il un univers? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? La science est incompétente pour répondre à ces questions et c'est plutôt l'affaire de la métaphysique, des discours religieux, de la théologie, de la philosophie. Bon. Est-ce que les choses sont en train d'évoluer? Moi, j'ai l'impression que, inconsciemment, nous sommes persuadés que si nous connaissions la réponse à la question de l'origine, comment est né l'univers, eh bien, nous saurions d'où vient qu'il y a un univers. C'est-à-dire que la question du sens serait répondue par le fait que nous connaîtrions le comment de la formation de l'univers. Bon, moi, je pense qu'on n'en est pas là, de toute façon, et que la question du sens, qu'il s'agit du sens de notre propre vie, du sens qu'on lui donne, ou du sens qu'elle nous semble avoir, ou bien la question du sens de l'univers tout entier, c'est des questions dans lesquelles nous ne sommes pas bien capables de faire la distinction entre ce que nous savons et ce que nous pensons.
Et quand on a l'impression que telle théorie physique nous indique le sens de l'univers, le plus souvent, il s'agit non pas d'une extraction du sens à partir de la théorie, mais d'une projection du sens que nous croyons connaître sur la théorie elle-même. Et donc nous projetons ce que nous croyons être le sens de l'univers dans la lecture que nous faisons d'une théorie. Et une fois que nous avons projeté le sens dans la théorie, tout ébahi, nous croyons la reconnaître, le reconnaître, ce sens, alors que c'est nous qui l'avons projeté. Et j'ai l'impression que même s'il faut veiller à coupler la science et la philosophie, il faut faire attention à ne pas trop entremêler les questions qui se posent à l'une aux questions qui se posent à l'autre. Et je pense que la question du sens de l'univers, c'est un peu comme la question de l'origine. C'est une sorte de mystère. Mais il n'est sans doute pas nécessaire de connaître le sens de l'univers pour trouver un sens à sa propre vie.